Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page est avec nous. Christian, bonjour. Salut Benoît. Et au moment où on se parle, parce qu'on a enregistré ta chronique, oui. Tu es où exactement à cette heure-ci même? Là? À cette heure-ci, je te dirais que je suis dans l'État de Washington, dans la région de Seattle, où je suis en train de faire des entrevues pour une série qui va être diffusée cet automne à Canal D et à Art and Entertainment aux États-Unis, qui va s'intituler Jeux mortels, Killer Kids en anglais, et qui touche le phénomène des enfants assassins. OK, donc c'est une comédie? C'est une comédie musicale? Oui. Sacré amour. Avec beaucoup de pétarades. Mais je comprends. OK, c'est quand même sérieux comme sujet. Oui, donc, absolument. écoute, on va regarder ça. C'est pour cet automne? Oui, pour cet automne. OK, essaie de faire un bon travail. Bon, allons-y donc avec les sujets de cette semaine. Tu poses la question, Christian, a-t-on percé le mystère d'Oak Island? Oui, d'Oak Island, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé dans cette chronique. Et c'est un sujet qui est tout à fait fascinant, comme tu vas le voir. En fait, on a appris cette semaine qu'une équipe de cinéastes norvégiens était à mettre, les derniers préparatifs pour la sortie d'un documentaire qu'ils ont tourné sur cette histoire de l'île aux chênes, Oak Island, qui se trouve dans la baie de Mahon, en Nouvelle-Écosse. Et à la tête de ce projet se trouve Peter Hamundsen, un joueur d'orgue norvégien. Oui, un joueur d'orgue. Donc, le jour, il joue de l'orgue à l'église, et le soir, il est un passionné de cette histoire d'Oak Island. Et il prétend avoir percé, après 10 ans d'investigation, d'avoir percé le secret de cette mystérieuse île aux chênes, qui est sans contredit le plus grand mystère canadien. Et là, écoute Benoît, il faut que je prenne quelques minutes pour te raconter cette histoire-là, et en même temps pour que les auditeurs sachent de quoi on parle. L'histoire d'Oak Island, l'île aux chênes, ça commence en 1795. On se trouve dans la baie de Mahon, qui est le long de la côte de la Nouvelle-Écosse. Et il faut savoir que cette petite baie de Mahon est remplie de petites îles qui a longtemps servi de cache pour des flibustiers, des pirates. On allait donc se mettre à l'abri dans la baie de Mahon. Et donc, il y a toutes sortes de légendes de pirates qui circulent dans ces parages-là. En 1795, un jeune garçon, un jeune adolescent de 16 ans, Daniel McGuinness, se rend sur l'une de ces îles, l'île aux chênes, qui ressemble, vu des airs, on dirait un gros 8 étiré, et elle est tout près de la côte, en quelques centaines de mètres de la côte. Donc, McGuinness se rend dans l'île. Il y a des légendes qui racontent que l'île serait hantée, qu'on y aurait vu des lumières, des fantômes, etc. Donc, McGuinness, un peu par goût d'aventure, se rend sur l'île, il l'explore, et puis voilà qu'à un moment donné, il tombe dans une clairière où il y a au centre, on voit des souches d'arbres qui ont visiblement été abattues, et il y a au milieu de ces souches abattues un chêne encore debout, sur lequel on a coupé une branche, et sur ce morceau de branche qui reste, en fait, sur cette partie de la branche, parce que la branche était coupée à moitié, on a un gréement, ces vieilles poulies qu'on retrouvait sur les bateaux de l'époque, et à la verticale de ce gréement, on voit une légère dépression dans le sol. McGuinness, évidemment, comme adolescent, a entendu parler de toutes ces histoires de pirates. Il se dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas enterré quelque chose? Il fait le tour. On a l'impression que c'est une sorte de cuvette qui fait à peu près 5 à 7 mètres de diamètre. Ce jour-là, il retourne à Chester, où il habite sur le continent, et en parle à deux autres de ses amis, Anthony Vaughan et John Smith. Et là, le lendemain, ces jeunes, imagine-toi la scène, ces jeunes, avec des pelles, des seaux, vont retourner dans l'île et ils vont commencer à creuser dans cette dépression. Très rapidement, ils vont dégager le sol et découvrir effectivement qu'ils creusent à l'intérieur d'une cheminée. Quelqu'un a creusé et a réenterré, a remblayé le trou qu'il avait fait. Et là, donc, les jeunes s'imaginent toutes sortes de trésors. Et puis, à 10 pieds, pas à 2,65 m, à 10 pieds. Donc, mesure anglaise, importante ici dans la suite de notre histoire. À 10 pieds, très précisément, les jeunes tombent sur une plateforme de chêne. Donc, ils ont mis à jour ce tunnel, ce puits, d'à peu près 7 mètres de diamètre. Et là, ils arrivent à 10 pieds sur cette plateforme en chêne. Ce sont des billes de bois qui sont rattachées les unes aux autres avec un cordage. Donc, les jeunes s'imaginent que sous la plateforme se trouve le fameux trésor. On brise les cordes, enlève les billots de bois et en dessous, que découvre-t-on? Rien. De la terre. Donc, on creuse à nouveau et 10 pieds plus bas, on tombe sur une nouvelle plateforme en chêne. Encore une fois, on brise les cordes, on défait les billes de bois et là, en dessous, on a de la terre. On creuse encore et à 30 pieds, on tombe sur une troisième plateforme. Là, il faut bien comprendre qu'on a des jeunes, 3 jeunes avec des pelles puis des seaux là, qui remplissent de la terre. Là. Donc, rendus à 30 pieds, là, les jeunes, là, ils se disent, bon, ben écoute, le trésor doit être en dessous. On brise les billes de bois, on enlève la plateforme et en dessous, qu'y a-t-il?
encore de la terre. Donc, nos jeunes sont un peu découragés. Ils vont quitter l'île. J'espère qu'ils ont une échelle. Ouais. Il y a une échelle là qui est quelque part, là, parce qu'ils sont à 30 pieds dans la terre. Il faut qu'ils en sortent. Là. Donc, ensuite, ils vont recacher. Ils remplissent le trou? Non, ils le cachent, ils mettent des plaques pour dissimuler l'endroit et ils quittent. Ils vont mettre 8 ans à revenir. Donc, ils reviennent en 1803. Entre-temps, l'un de ces jeunes, Vaughan, s'est rendu propriétaire de l'île. Et là, ils vont ramener avec eux une vingtaine. Ils ont réussi à intéresser une vingtaine de travailleurs et ils reviennent dans l'île. Ils ont construit une sorte de remblai qui va de la terre ferme à l'île, donc on peut amener des chevaux, de l'équipement. Donc on y arrive on se dit, là on est bien préparé. C'est un projet. Un gros projet. Donc on arrive là, on est en 1803, on enlève on retrouve l'endroit, on enlève la plateforme du 30 pieds et en dessous on a encore de la terre. On va creuser comme ça pendant tout l'été. Et à chaque 10 pieds, on va retrouver l'une de ces plateformes. On va creuser comme ça jusqu'à 90 pieds, avec toujours ces fameuses plateformes qui reviennent tous les 10 pieds. Et là, ce que l'on découvre, c'est que ces plateformes ne sont pas toutes rattachées les unes aux autres. En fait, les billes de bois sont pas tous liées par des cordes. Il y a parfois du poté, ou il y a parfois de la fibre de noix de coco. On a rendu les plateformes étanches avec de la fibre de noix de coco. Et inutile de dire qu'en Nouvelle-Écosse, il n'y a pas de noix de coco. Donc, visiblement, les gens qui ont fait la cache venaient des pays de mer tropicale et ils ont ramené avec eux de la fibre de noix de coco. Et là, à 90 pieds, on est en 1803, c'est vraiment le jour J de l'île du mystère de l'île aux chênes. On trouve une pierre assez petite, en fait, une pierre qui fait à peu près 45 cm de large sur, 90 cm de long, là. C'est une pierre assez carrée. Et là-dessus, il y a des symboles, des sortes de hiéroglyphes que personne ne comprend. On met la pierre de côté et là, comme on est à 90 pieds, on se dit peut-être que cette pierre-là est annonciatrice d'un trésor en dessous, etc. Donc, on fait venir des chevaux et une foreuse et on traverse la plateforme du 90 pieds. Sous la plateforme, on a l'impression que les mèches, les vrilles des foreuses traversent ce qui semble être le dessus d'un coffre en bois d'à peu près 4 pouces d'épaisseur. La mèche ensuite va rencontrer une sorte, selon les rapports, on dit du loose metal, donc des pièces du métal en vrac. On va traverser ça pendant à peu près 4 pieds, on va frapper encore du bois et un autre 4 pieds de ce métal en vrac. Donc on conclut qu'il doit y avoir des coffres et la mèche a traversé le dessous d'autres coffres, etc. Des coffres empilés les uns sur les autres. On est un vendredi soir, Benoît, et comme c'est devenu risqué de travailler à 100 pieds de profondeur à cette époque, avec pas d'électricité, rien, on décide donc de remettre au lundi suivant la poursuite des travaux. Mal les en pris, lorsque les hommes reviennent dans l'île le lundi suivant, le puits est complètement inondé jusqu'à 10 mètres de la surface. Donc on a 60 pieds d'eau qui remplit le puits. Donc là, les types, écoute, on commence à pomper, les choses, finalement, on est découragé, on abandonne, on va revenir l'année suivante, et on se remet à pomper. Et là, à un moment donné, quelqu'un a la merveilleuse idée de se demander d'où vient l'eau. Il goûte à l'eau, c'est de l'eau salée. Pomper l'eau du puits de Hawke Island représente pomper l'océan. Donc là, on va mettre du colorant dans l'eau et on va voir que de chaque côté de l'île, le colorant est rejeté dans l'océan. Et là, en s'approchant de la grève, on constate que les gens, ceux qui ont fait la cache, ont construit des tunnels d'irrigation qui amènent l'eau de mer à l'intérieur du puits pour l'inonder. Donc, c'est une sorte de ce que les Américains appellent des bobby traps, une cache. Et là, finalement, on va essayer de pomper l'eau, on va essayer de construire des digues d'irrigation, ces digues vont s'écrouler, on va essayer de construire des tunnels pour empêcher l'eau d'arriver dans le puits central. Ces tunnels, la terre est devenue tellement meuble parce qu'elle est saturée d'eau, ces tunnels vont s'effondrer les uns sur les autres. Et tant et si bien, là, je te fais une histoire courte, écoute, on creuse encore. Au moment où on se parle, aujourd'hui, on creuse encore. Donc, on a abandonné les projets, on a continué. En 1965, 4 chasseurs de trésors sont morts asphyxiés parce qu'ils sont tombés dans le puits. On avait mis des machines pour pomper, des pompes pour pomper l'eau, et puis qui dégageaient du gaz carbonique sur le bord de ce fameux puits. Les hommes ont été asphyxiés, sont tombés dans le puits, se sont noyés. Et puis, dans les années 70, cette partie de l'île, la pointe de l'île, a été rachetée par un consortium montréalais, la Triton Alliance, qui ont fait descendre des caméras à l'intérieur, parce qu'on a construit d'autres puits, pour essayer de rejoindre par le dessous. Et ils ont fait descendre dans l'un de ces puits qu'on appelle le Burrell 10X. Ils ont fait descendre une caméra jusqu'à 160 pieds de profondeur. Et là, dit-on, sur les images que j'ai vues, on voit apparemment une main de squelette et des coffres dans une sorte de
caverne souterraine remplie d'eau. Bon, écoute, moi j'ai vu ces images, ça ressemble autant à un coffre qu'à Elvis Presley ou à la poutine de ma grand-mère. C'est à peu près n'importe quoi. Et les travaux ont été arrêtés à peu près là, au milieu des années 80 parce qu'il y a eu un dilemme, une poursuite judiciaire entre les propriétaires de la Triton Alliance qui a mis fin aux travaux. Mais donc, le chantier est toujours là. On y fait encore quelques fouilles, quelques creusages, mais de façon là, excessivement artisanale. Il n'y a pas beaucoup d'équipement. Et évidemment, là, avec toute cette histoire-là qui est incroyable, 250 ans de creusage, on n'a jamais rien sorti de ce trou-là. Là. On sait que quelqu'un a enterré quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Mais là, on a de la technologie pour aller trouver. Ouais, voilà. Donc là, la question est, tu comprends que c'est difficile de mettre cette technologie-là. On sait que quelqu'un, visiblement, a construit la cache. Une cache extraordinaire, l'une des plus complexes qu'on ait jamais vues. Mais on n'a jamais rien sorti de ce trou-là et on ignore ce qui est là. Quelqu'un m'avait raconté un jour, il dit, dans les chasses au trésor, on sait toujours ce que l'on cherche, on sait pas où chercher. Dans le cas de l'île aux Chênes, on sait exactement où chercher, mais on sait pas ce que l'on cherche. Et pour pouvoir arriver à isoler ce trou-là, pour pouvoir en sortir quelque chose, il faudrait placer, selon les évaluations de la Triton Alliance, il faudrait placer des sortes de cercles en acier, des sortes des cercles qui pourraient s'emboîter les uns dans les autres pour isoler le puits, mais on évalue le coût de cette opération à quelques 50 millions de dollars. Ben voyons donc. Et 50 millions de dollars quand t'as jamais rien sorti du trou, évidemment, on se pose des questions. Maintenant, les théories. Qu'est-ce qu'il y a dans ce trou-là pour qu'on puisse l'avoir caché aussi profondément? Certains ont parlé qu'il pouvait peut-être s'agir du trésor de la couronne de France. D'autres ont parlé de sommes d'argent qui auraient été dérobées durant la guerre d'indépendance aux États-Unis. Certains ont même évoqué le Saint Graal, cette fameuse coupe là, utilisée par le Christ lors de la dernière scène. En Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, et que Indiana Jones, évidemment, a tant cherché, et qui finalement n'était qu'une coupe en bois. Et donc, on a toutes sortes de théories à propos de cela. Et voilà que notre groupe, j'en reviens au début de ma nouvelle, donc notre fameux groupe de cinéastes norvégiens, lui soutient qu'après avoir étudié toutes les possibilités, ce qui est caché au fond de ce puits-là n'est rien d'autre que le Ménorah. Sais-tu qu'est-ce que c'est que le Ménorah? Non. Le Ménorah, tes cours de Bible sont loin. Sont loin un petit peu, oui. Le Ménorah, dans l'Exode, Dieu va donner à Moïse toutes sortes d'indications. Il va lui faire construire l'Arche d'Alliance, par exemple. Il va lui faire construire un immense tabernacle, une sorte de tente qui va être placée dans le désert. Et dans cette tente, on va dire, on va mettre des objets. Et l'un de ces objets, c'est ce fameux Ménorah. C'est un chandelier à 7 branches que l'on voit souvent associé à la culture juive. Là. Et c'est ce chandelier, donc, construit par Moïse, que lui soutient que ce chandelier, et là, écoute, j'ai quelques données historiques parce que il faut suivre son raisonnement. Il nous dit que ce chandelier aurait été gardé dans le grand temple de Jérusalem, et c'est là, en l'an 70 après Jésus-Christ, que l'objet aurait été ramené par l'empereur Titus à Rome. Il serait demeuré là jusqu'en 455, lorsque la ville a été saccagée. Le trésor et évidemment le Ménorah avec, donc tous les trésors de Rome auraient pris la route de Carthage en Tunisie. Et en 534, toujours selon ce joueur d'orgue qui devient historien et archéologue la fin de semaine, les trésors seraient pas tombés aux mains des Byzantins qui les auraient transférés à Constantinople. Et puis avec la chute de Constantinople au milieu du 15e siècle, on perd un peu sa trace. Mais finalement, les francs-maçons, qui sont toujours quelque part. Toujours. Dans nos théories de complot, il y a toujours un franc-maçon quelque part. Donc, qui, eux, vont s'emparer du trésor de Jérusalem, incluant ce fameux chandelier à 7 branches, et ils vont venir en Nouvelle-Écosse pour le dissimuler dans cette petite île, l'île aux Chênes, qui se trouve dans la baie de Mahon. Et pourquoi en Nouvelle-Écosse? Parce qu'ils font des très bonnes crevettes, je pense. Écoute, ça c'est plus grand que le mystère de l'île aux Chênes. Pourquoi la Nouvelle-Écosse? On le sait pas. Okay. Voilà. Mais en fait, il y a une histoire qui raconte qu'il y aurait eu une sorte de noble écossais qui serait de Lord Sinclair, qui serait venu en Nouvelle-Écosse au milieu du 14e siècle. Donc, il aurait précédé Christophe Colomb dans la découverte de l'Amérique. Il aurait amené avec lui des chevaliers, des nobles chevaliers
chevaliers, des survivants notamment de l'ordre des chevaliers du Temple. Donc, il y a toute une sorte de mythologie qui entoure le voyage de Lord Sinclair, comme ça, dans le nord du Canada. Et ce projet du cinéaste norvégien, c'est pour quand? Donc, ce film-là va prendre l'affiche dans plusieurs théâtres. Il est tourné, à Londres. Oui, il est tourné. Il va prendre l'affiche à partir du 23 avril prochain dans de nombreux théâtres dans la grande région de Londres. Okay. Et déjà, on sait que le ministère du Tourisme de la Nouvelle-Écosse a fait des demandes pour avoir des copies du film, pour pouvoir le présenter dans des centres culturels de la Nouvelle-Écosse, pour intéresser les gens à toute cette histoire, parce que c'est une histoire fabuleuse, c'est une des plus grandes énigmes que l'on connaisse, parce que même si on ne sait pas ce qu'il y a dans l'île aux chênes, le mystère de cette cache au trésor, il existe bel et bien. Et tout ce que tu as raconté, c'est vrai, là. Oui, absolument. Okay. Donc, parce que des fois... Maintenant, y a-t-il le chandelier à cette branche ou le Saint Graal? Sont-ils au fond du puits? Là, je l'ignore, mais toute cette histoire de fouille, elle est tout à fait authentique. C'est la plus grande chasse au trésor que l'on connaisse de toute l'histoire, et elle se passe chez nous, en fait, en Nouvelle-Écosse, sur l'île de l'île aux chênes. Très bien. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Mythes et complots avec Christian Page. De retour avec Christian Page. Bon, il y a eu l'histoire de l'île aux chênes. Oui. On verra ça au printemps. Il y a eu aussi, Christian, le décès d'Ingo Swann. Oui, donc Ingo Swann, rien à voir avec le papier Swann. Non, papier fesse, hein? Ouais. En fait, Ingo Swann, on a appris que le 1er février dernier est décédé à New York à l'âge de 79 ans. Ingo Swann, qui était l'un des pionniers de la recherche en parapsychologie, du remote viewing et en fait un membre important du projet Stargate. Du remote viewing? Ouais, et donc je vais t'expliquer un peu de quoi il en retourne. Et quand je parle du mort, lui? Ouais. Non, malheureusement. Non. Et quand on parle du projet Stargate, évidemment, ce n'est pas la porte des étoiles popularisé par le cinéma. Là. Donc, qu'est-ce que c'est? Bon, qui est d'abord ce Ingo Swann? C'est un artiste peintre qui s'est découvert très jeune des dons de médium, de voyant, de clairvoyant, de perception extrasensorielle. Et à partir de 1969, il va rejoindre un peu les groupes qui font de la recherche dans des domaines de la parapsychologie. Donc, il va être testé. En fait, on dit qu'Ingo Swann a été probablement le sensitif le plus testé au monde dans des environnements de laboratoire. Ingo Swann n'a jamais fait de démonstration publique, de spectacle de ses dons. Hein. Ça a toujours été fait dans des façons très rigoureuses, dans des laboratoires, avec différentes associations comme la Society for Psychical Research, donc tous des groupes très sérieux, très souvent associés à des universités qui s'intéressaient à la parapsychologie. Et puis voilà que dans les années 60, le gouvernement américain, en fait le département de la recherche pour le système de la défense américaine, va décider de mettre de l'avant un projet assez farfelu. Probablement que les gens qui ont vu au cinéma L'homme qui regardait les chèvres vont se rappeler de ça. En fait, c'est une blague. On a fait en fait une satire, une parodie de cette histoire-là. Avec George Clooney. Voilà. Donc, dans les années de 1960 à peu près jusqu'à 1995, et ça c'est tout à fait vrai, le gouvernement américain, par différents petits projets, différentes factions, cellules au sein du gouvernement américain, a mis des projets pour faire de l'espionnage à distance. Donc, on prenait des voyants, des sensitifs, et là, on leur donnait une carte topographique sur laquelle il n'y avait aucune information. Et ces gens-là essayaient de visualiser des choses qu'il y avait là-dessus. J'ai déjà parlé de ça un peu à l'émission. Ça avait donné certains résultats assez concrets, notamment durant la guerre du Vietnam. On avait trouvé des caches d'armes. On avait également trouvé des médiums de ces voyants avaient pu localiser des bases où on construisait des sous-marins en Union soviétique durant la guerre froide. Donc, il y a eu des résultats assez intéressant. Ingo Swann a vite rejoint le groupe de voyants du projet Stargate, et non seulement a-t-il rejoint comme voyant, mais il est même devenu l'instructeur voyant. En fait, il avait été chargé par le gouvernement américain de localiser, d'identifier à l'intérieur des rangs de l'armée des gens qui avaient des habilités de médium ou de clairvoyant. Donc, des gens qui, dans leurs unités militaires, étaient connus pour dire « Ah, t'as perdu tes clés, demande à Bob. Bob, il y a comme un don pour ça. Ah, Bob peut voir ça. » Donc, il y avait de ces rumeurs au sein de l'armée. Swann avait pour mandat d'identifier les gens qui étaient associés à ces rumeurs, de voir si ces gens-là avaient de véritables habilités psy et de leur apprendre à développer leur remote viewing, cette vision à distance, donc cette capacité de pouvoir
projeter leur esprit ailleurs pour voir ce qui se passait. Ingo Swann était un personnage extraordinaire. Je l'ai rencontré une fois à New York. J'ai fait une expérience de remote viewing avec lui qui était un échec complet. En ce qui me concerne, pour lui, je ne sais pas, mais pour moi, ça a été un échec complet. Et donc, c'est avec le décès d'Ingo Swann, c'est non seulement tout un pan, en fait, toute une partie de la recherche parapsychologique des années 50. Mais qu'est-ce que tu lui avais demandé à Ingo Swann? Non, moi, j'avais rencontré Ingo Swann pour faire une entrevue. Je tournais une série documentaire pour la télé. Et Swann, qui était un personnage tout à fait... en fait, c'était un personnage en soi, là, un spectacle lui-même. On arrivait chez lui, c'était un artiste peintre, donc tout son appartement était décoré de peinture. Il nous recevait toujours avec un gros cigare. Et là, il se mettait à parler. Il était très imbu de lui-même. C'était vraiment... c'était un numéro. Et là, Swann m'avait dit, écoute, je vais te montrer comment faire du remote viewing. Et là, il m'avait donné une carte, essaie de visualiser des trucs. Et, écoute, j'ai essayé de visualiser une cabine téléphonique à New York, là, tu sais, là. Et ça a été un échec total. Mais c'est quoi le problème? Non, c'est ça. C'est ça que je te dis, en ce qui me concerne, c'est moi le problème. Je n'ai pas réussi à visualiser. Non, mais c'est toi l'incompétent dans l'histoire, là. Absolument. Lui, il est doué de Dieu. Oui. Lui, il a tout ce pouvoir-là, mais pas moi, j'avais pas ça. Non, c'est évident, ça, sinon tu serais pas ici. Non, voilà. Attention au sexe oral, bon, je savais. Là, c'est ça. Le temps file, écoute, Benoît, je dis, on a pas... C'est drôle, moi, ici, je parle de toutes sortes de choses fantastiques, de clairvoyants, médiums, ovnis extraterrestres. Et tu sais que la semaine passée, des gens m'ont surtout parlé de cette histoire de cette femme qui avait étouffé son conjoint avec son opulente poitrine. Faut croire que c'est plus populaire que les extraterrestres. En tout cas, on sait que ça existe, des opulentes poitrines. Et là, voilà que dans la foulée de cette nouvelle, disons-le, une femme fait actuellement l'objet d'une poursuite criminelle après que son compagnon l'ait accusé d'avoir voulu l'empoisonner. Et l'affaire, en fait, se passe au Brésil. Raconte-nous ça. L'affaire se passe au Brésil. Dans le détail, il y a quelques jours. Hein. Bon, d'après la plainte, la femme aurait attiré son compagnon au lit en lui proposant de lui faire une dégustation de la chose. Hein. Comme on dit, dégustation de la chose. Un cunilingus. Okay. Et voilà que l'homme trouvait ça un peu curieux quand même parce que depuis quelque temps, leur relation s'était un peu refroidie. La femme n'était pas très portée sur la chose. Et là, voilà qu'elle se met à être toute câlinante, toute invitante. Donc, le type trouve ça un peu curieux. Il se dit, tiens, peut-être que ma blonde est revenue à des sentiments plus accrocheurs. Est-ce que je le dis? Oui. Larry, est-ce que je le dis? Elle offre sa chatte. C'est pas déplacé, j'espère. Non, et voilà que notre homme, tout content, évidemment, acquiesce à sa demande. Et voilà qu'au moment où il se présente le nez près du félin. Près du buffet, disons, il trouve qu'il y a une curieuse odeur. Et là... non. Et là, un peu surpris, le voilà, il se doutait... Une lingette, peut-être? Il se doutait que quelque chose ne tournait pas rond. Le type va traîner de force sa conjointe et sa compagne à l'hôpital de San José do Rio Preto. Ça, c'est au nord de Sao Paulo, au Brésil, pour demander un examen génital complet. Oui. Et là, évidemment, la dame refuse. On va amener la police. Donc, finalement, la femme devra se soumettre à l'analyse et on va effectivement découvrir sur son chupacabra. On va découvrir en effet des substances toxiques. Non. Et oui, effectivement, la dame aurait se serait enduit les parties génitales de cette substance toxique en espérant que son compagnon s'empoisonne. N'essayez pas ça à la maison. Non. Et la morale de cette histoire, toujours laver nos aliments avant de les manger. Sacramouille. OK, merci Christian Page. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment fascinant et édifiant. Oui, merci. On salue Madame la Brésilienne qui avait besoin d'une lingette, entre autres. On refait ça demain dès midi. Au revoir.